Alors, est-ce que vous pouvez vous lever, ceux qui ont un carton? Combien on a? 1, 2, 3. Monsieur devrait être éliminé parce qu'il nous a fait. On peut les déterminer au Jungle Speed. Alors on va changer les règles pour ne pas faire de déçus. Le premier donc va gagner le gros jeu. Les autres pourront prendre un petit et le premier viendra se servir dans les jeux qui restent. Voilà. Et pour vous départager, vous allez venir tirer un des numéros qui restent. Et c'est le plus gros. Vous choisirez donc par ordre le plus grand numéro gagnant. D'abord, il faut vérifier les cartons. Oula. Vérifie seulement. Est-ce que je peux avoir un lien de vérificateur? Non, mais si tu annonces les numéros, tout le monde peut vérifier qu'il existe et qu'il est tiré. Ah ouais, c'est vrai. On est peut-être alliés. La partie d'échec continue. Le carton est bon ici. Si jamais il y a une consolation pour nous. Le carton que j'ai créé. Oui, alors on va attendre que tout le monde ait. Et puis. C'est comme l'absence de. Yes. Carton valide. Ah, si tu veux, on va C'est qui ça? Ah non, c'est toi. C'est bon? Moi, c'est Émile là. Ouais, c'est bon. Sûr? Ouais. Vous allez obligé de me faire mal. Je jouais qu'avec des enfants. Celui-là, il est bon parce qu'il a j'avais. Ah oui. Donc, on va faire tirer les dames en premier. Oui. Ok, tous les cartons sont bons. Il faut avoir le numéro le plus gros. Et on n'a pas le droit d'utiliser les perceptions. 77. Ah, 27. Pareil que les gars. Il a décrété que c'était. Au cri le numéro. Messieurs. Le sens. Alors. Ah bah voilà. 78. Quelqu'un dit bien? 21. 78. Alors, voilà. Bravo. Merci. Bravo. Ah oui, rendez-moi mes jetons, hein. Oh là là. Restez avec nous. 77, du coup, tu peux choisir. Bien choix, bon choix. Ensuite, 37. 64. Et du coup, maintenant, si on a carton avec les chiffres qui sont sortis, on peut qui Je crois qu'il est c'était comme demain. Allez. C'est du hasard. Ok.
37. Il n'y avait pas Monsieur, qu'est-ce que vous choisissez entre les deux? Voilà. Et monsieur, donc, encore. Merci. Tout le monde a rejoint les numéros? Ouais. Bravo, merci. Merci. Comment ça se passe? Alors, on va prendre les questions aussi. Voilà. On va basculer dans un autre mode, là. Ah, mais est-ce qu'on garde la partie d'achat? Oui, oui. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. Ouais. Zut. Non, j'étais assez surprise d'entendre que le jeu n'est pas perçu comme faisant partie de la sélection naturelle, Ouais. surtout dans ces espèces sociales. Parce que Oui, en fait, c'est un mais- peu la base de la construction d'une structure sociale, le jeu, qui Oui. fait partie de la sélection Ouais, naturelle. ouais. Mais curieusement, les éthologistes, jusqu'à récemment, disons jusqu'à il y a 20-30 ans, sont très très peu intéressés au jeu, pour différentes raisons, notamment parce que ça ne correspondait pas aux expériences de laboratoire qu'ils faisaient. Alors on utilise le jeu, par exemple, le labyrinthe pour les rats, des choses comme ça, mais c'est plutôt... c'est ce que nous on appelle un jeu, mais pas dans la perspective de voir le rat en train de jouer. Et il y a des tas d'études qui montrent à quel point, par exemple, les rats jouent énormément, ils se bagarrent exactement comme des enfants aiment se bagarrer, en poussant des petits cris de joie, etc., en se mordillant. J'avais évoqué Gregory Bateson, j'ai pas donné la grande formule qu'il a développé, qui tourne autour de la morsure ludique. Qu'est-ce que c'est que la morsure ludique? C'est un geste d'agression, donc on mord, comme ça, mais on mord pas pour de vrai, et donc le signe ne correspond pas à l'action, à ce que représenterait l'action si elle était vraiment poussée. Voilà. Et donc au contraire, en faisant une morsure ludique, et ça c'est ce que font les enfants, c'est ce que font aussi les amoureux, les chiots quand ils jouent à se bagarrer, c'est une notion très, très importante. Ouais. Ouais. Et c'est depuis 20-30 ans seulement que les éthologistes s'intéressent donc au jeu. Et alors, il y a des découvertes qui sont absolument colossales. Donc, on a tous vu des chiens, des chats, etc. jouer. Tous les mammifères jouent, maintenant c'est une certitude. Les oiseaux jouent aussi beaucoup. Et la grande révélation, c'est que les reptiles aussi jouent. Et parfois, vous allez voir maintenant dans les zoos des ballons. Alors ces ballons, ils sont là de manière à distraire le crocodile qui joue avec. Ouais. C'est de l'enrichissement. Ouais, pareil, ouais, c'est de l'enrichissement, tout à fait. Ouais. Mais animaux sociaux. Pas nécessairement. Ouais, pas nécessairement, ouais. Parce qu'il y a des tas de jeux solitaires aussi hein, chez les animaux. Il y a des jeux, par exemple, les bouquetins, ils jouent à. Là, c'est des jeux sociaux, à être sur le. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a aussi des ours qui jouent, par exemple, à jongler tout seul. Les loutres aussi jonglent toutes seules. Non, non, il y a aussi beaucoup de jeux solitaires. Oui, pardon, mais je Ouais. Mais c'est un sujet passionnant, celui du jeu chez l'animal. Qui a une question? Si on gagne jamais au loto, on a vraiment loupé sa vie. J'ai pas entendu. Si on gagne jamais au loto, on a vraiment loupé sa vie. Oui, c'est comme quand on n'a pas la montre à 40 ans. Je suis désolé, je suis dans une terre horlogère, je ne devrais pas dire ça. Une autre question. Dans des chanceux. Merci. Alors dans le jeu qui évolue toujours, moi je me pose une question parce que vous avez dit que on joue, mais il y a toujours une histoire à raconter après, un récit qui se fait.
moi je remarque de plus en plus le jeu vient solitaire, informatique. Quel est le jeu de demain? Parce que il me semble que je vois beaucoup d'enfants qui deviennent très solitaires, donc ils n'auront plus une histoire à raconter. Nous on fait une partie de cartes, on va pour raconter qu'on a eu ci, qu'on a eu ça. Il y en a, dans le temps, ils racontaient leur famille en jouant aux cartes, ils racontaient rempli d'histoires. Comment vous voyez ces histoires évoluer demain? Parce qu'il me semble que le jeu devient de plus en plus électronique, solitaire. Alors, je relativiserai déjà, parce que c'est vrai que c'est la perspective que vous voyez l'enfant en train de jouer seul sur son ordinateur. Beaucoup d'enfants jouent en étant en connexion avec d'autres camarades du même âge et en communiquant sur certains canaux. Donc ils vont quand même échanger beaucoup. Et puis c'est pareil, hein, le jeu c'est une construction sociale, donc ça veut dire que d'abord ça a été conçu par d'autres personnes, et ils vont souvent en parler avec d'autres camarades, de dire ah, j'ai trouvé tel jeu alors qu'il peut être un jeu tout à fait solitaire, et j'ai fait un score de 153, de 15 917. Et donc c'est aussi, là ces nombres, c'est aussi des moyens de se comparer en quelque sorte entre eux, vous voyez. Donc, mais les jeux solitaires ont toujours existé, hein. Peut-être vous avez joué au taquin étant enfant, ce jeu où on retire des pions un par un en sautant par-dessus les autres pions. Il y a aussi les solitaires aux cartes, enfin... Voilà, donc il y a toujours eu des jeux solitaires. C'est intéressant d'ailleurs, le jeu solitaire, parce que je ne parle pas des jeux vidéo où là on est contraint en quelque sorte, même s'il y a des possibilités de tricher, mais le jeu en solitaire, on peut tricher tout seul, quand on fait un jeu de cartes ou quand on fait un taquin. Et parfois on triche, mais on triche un petit peu, mais pas totalement, vous voyez, on reprend un coup, enfin voilà. Donc ça veut dire qu'on négocie avec soi-même la règle. Vous voyez? Donc c'est spécial, mais on triche pas complètement parce que ça n'aurait plus aucun sens. Est-ce qu'il peut y avoir un marqueur social du jeu? Un marqueur social du jeu. Vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des jeux auxquels on joue dans certains cercles de la société, par exemple, typiquement les échecs qui seraient qualifiés de jeux d'intellectuels, par rapport aux jeux des 7 familles qui seraient... Oui, bien sûr. C'est pas la même chose de jouer aux échecs, de jouer au bridge. Le bridge est très classé pratique bourgeoise. Les échecs, c'est intéressant parce que là, on est dans une position avec plusieurs facettes. Évidemment, c'est le jeu des rois, le roi des jeux. Donc il y a quelque chose de très élitiste avec le jeu d'échecs. En même temps, ça a beaucoup été développé au temps de l'Union soviétique et du régime communiste comme vitrine en quelque sorte du succès des idées communistes. Et ça a fait que le jeu d'échecs a été favorisé à la fois en Union soviétique, mais aussi par certains syndicats ailleurs en Europe, et qu'il y avait des traditions ouvrières très importantes autour du jeu d'échecs. Alors je ne sais pas si c'est le cas ici à la Chaux-de-Fonds, mais c'est des choses qu'on observe beaucoup en France et ailleurs. Et puis, c'est dommage, on n'a pas le projecteur, parce que je vous avais proposé un petit diaporama de jeu de loto. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les matchs au loto ici dans le canton de Châtel ou à Fribourg. C'est devenu de plus en plus une pratique très féminine. Autrefois, c'était beaucoup plus masculin, et là, la série de photos que j'avais à vous montrer, qui date des années 60 à peu près, 50-60, j'étais encore assez jeune, j'étais là avec mon appareil photo, non, c'est pas moi, on voit plein d'hommes qui jouent au loto, et c'est le même jeu.
Il y a comme ça même des évolutions. Pensons à l'équitation, hein, qui était un sport masculin par excellence, qui est devenu aussi très féminin, et inversement. Hein. Donc, oui, bien sûr, il y a des classes sociales, il y a des genres qui, à certains moments, à certaines époques, vont privilégier plutôt tel type de jeu que d'autres. Mais sans qu'il y ait, me semble-t-il, des raisons génétiques, physiques, etc. pour cela, dans le cas du genre. On va montrer les photos tout à l'heure. On est sur la partie d'échecs pour l'instant. Oui. Au final, comment vous décririez le jeu? Parce que j'avoue que je suis un peu perdue. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce n'est pas le jeu? Ouais, enfin, dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne définit pas comme un jeu, qu'au final, avec on pourrait définir comme des jeux. Ouais. C'est un peu, j'ai pas entendu. La volonté totalisante de l'anthropologie. Ouais, bien sûr, il y a de ça. Mais c'est quelque chose de complexe. Hein. Là, vous touchez à une question vraiment centrale et très difficile à répondre en quelques mots. Si on regarde à travers la diversité des langues et des cultures humaines, on constate qu'il n'y a pas que partout, nous, on peut reconnaître avec notre concept de jeu, du jeu ailleurs. Par contre, les termes et les conceptions associées ailleurs à ces pratiques peuvent varier significativement. On a un exemple très simple ici, c'est l'opposition que nous faisons depuis, disons, le milieu du XXe siècle entre les jeux d'un côté et les sports de l'autre. Et là aussi, il y a une grande ambiguïté. Par exemple, les fédérations échiquéennes aimeraient être reconnues comme des sports. Pourquoi? Parce que ça permet de recevoir la manne des ministères de la jeunesse et des sports, et donc il y a un apport financier beaucoup plus important que celui concernant donc les jeux de société, par exemple. Pour vous donner un tout autre exemple, ici dans notre société, on oppose de manière très forte le jeu et la religion. On considère que le jeu, c'est pas de la religion, et d'ailleurs, dans le passé, beaucoup de systèmes religieux ont condamné les jeux de hasard, mais même le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs est condamné par Saint Louis et l'Église catholique derrière lui. Il est condamné par l'ayatollah Khomeini au milieu du XXe siècle, enfin, etc. Donc, il y a une grande opposition, notamment dans les religions du livre, christianisme et islam, pour simplifier, à l'encontre des jeux. Dans un tout autre contexte culturel, en Sibérie, les chamans, qui sont les spécialistes du religieux, de l'acte religieux par excellence, l'expression que l'on utilise pour décrire leur action, c'est celle de jeu. On dit que le chaman joue, il joue avec les esprits. Et c'est l'acte important par excellence pour la survie de la société et de ses membres, le fait d'obtenir du succès à la chasse, etc. Ouais. Voilà. Donc, je ne développe pas toutes mes idées parce que là, ça irait trop loin. Merci. Mais c'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Ouais. Parce qu'au final, si on ne définit pas ce sur quoi on fait de la recherche, ouais. C'est compliqué de faire de la recherche dessus. Ouais. Ouais. Thierry, on parle de jeu de séduction. On sait que dans l'évolution, pour faire ce qu'on disait avant par rapport à ce qu'on appelle les appareils secondaires sexuels, pourquoi le pan a une queue autant hallucinante alors que ce serait le premier normalement à avoir un désavantage au niveau de l'adaptation de prédation. Tu as une grande queue, tu fais comme il le fait. Et pourtant, c'est parce que tu as une belle queue que tu vas donner tes...
C'est bien sûr. Que tu peux donner. C'était le sujet d'une exposition aux éditions naturelles, ça s'appelait Parcelle. Ouais, super. C'est vrai que pour au fond, c'est difficile de comprendre les questions. Peut-être tu peux résumer la question. Mais t'as pas fini la question. Alors attends, En fait, je te donne un micro. J'ai fait un lapsus, mais on partage ça avec le hongrois et en français, le mot pays n'a pas du tout ambigu en anglais. Ouais. Mais pour revenir à cette question des appareils secondaires sexuels qui ne servent à rien, pourtant ça marche parce que c'est ce qui permet au mâle, généralement plus beau dans le milieu naturel, d'avoir sa transmission génétique. Comment toi tu places l'amour, le jeu parce qu'en fait, c'est le lien commun entre guillemets entre tous les animaux. On voit les oiseaux jouent individuellement avec le vent. On voit les reptiles aussi font avoir des sensations en fait, d'avoir un glissement. Mais on pourrait imaginer que à quel moment ça se stoppe. Est-ce qu'un protozoaire a un plaisir de prendre un courant par exemple? Pourquoi il se déplace? Pourquoi il y a un flagelle? Est-ce que c'est un jeu pour lui de se sentir avancé? Où c'est que tu passes le jeu, toi, dans l'anthropologie? Et le jeu, surtout la séduction, enfin l'amour. Alors, peut-être déjà de répondre à cette question. Donc, le jeu de la séduction. Alors, quelque chose aussi que je pourrais apporter à la réflexion, c'est que si vous ouvrez un dictionnaire, l'entrée jeu est une des entrées les plus fournies. On a énormément d'expressions avec le mot jeu, dont le jeu de la séduction. Pour les éthologistes, le travail de séduction des animaux, les combats que les mâles aussi se livrent entre eux de manière à pouvoir accéder aux femelles, cela n'est pas du jeu parce que, comme le jeu est inutile, là, les combats sont utiles pour pouvoir assurer la transmission des gènes de l'individu. Voilà. Et pareil avec la queue du pan et compagnie. Pour nous, c'est évident que le lutteur de sumo, il plaît beaucoup à beaucoup de jeunes japonaises, par exemple. Voilà. Et donc, il rencontre un certain... Tu as joué ? Il rencontre un succès certain. Donc on se heurte en effet à des conceptions différentes. La version des éthologistes, notre langage ordinaire où on parle beaucoup du jeu du fleur, du jeu de la séduction, etc. Dans la mesure où il y a... je pense qu'en fait, il y a plusieurs définitions possibles du jeu, selon les contextes, etc. Mais dans la mesure où il y a une interaction mutuelle, où on travaille sur les mots, sur l'apparence, etc., qu'il y a une sorte de réflexivité dans cette interaction amoureuse, oui, on peut intégrer ça dans du jeu. Et c'est souvent le cas dans les espèces, pour les espèces humaines, enfin pour les cultures humaines. Est-ce que tu observes des procédés culturels où on limite le plus possible le jeu? Par exemple, en monastère, est-ce qu'il y a des effets de soupape, justement? Est-ce que tu trouves que c'est pas les terrains où on a justement... Je pense que partout, il y a des interdits sur le jeu. Voilà. Mais c'est des interdits qui vont frapper certaines zones. Par exemple, les jeux avec les mots, les jeux avec les gros mots. On apprend à l'enfant à ne pas dire de gros mots. L'enfant, dans les sociétés occidentales, vous lui donnez un billet de 100 €, il peut aller s'acheter plein de bonbons avec. Il n'a pas le droit de prendre un ticket de loterie à 1 franc. Il faut qu'il ait 18 ans pour acheter son ticket de loterie à 1 franc. Alors, c'est pour le protéger, évidemment. Mais ça veut dire que là, il y a un regard moral qui se porte sur le jeu. Et je pense qu'il y a toujours, ce coup-là, je pense qu'il y a toujours un regard moral sur le jeu. C'est désagréable ce coup-là. Pardon? Ah ouais, je vois. Voilà. Ah voilà, ces gens-là, ils ont gagné un jeu, hop, ils s'en vont.
vont loin. Moi, je voulais revenir sur la... Je vois pas qui... c'est ici. Pardon. Sur la question qui vous a été posée tout à l'heure sur la définition de jeu. Au musée suisse du jeu, nous utilisons normalement comme simplification et comme introduction, on dit la différence entre jeu et jouet. Dans un jeu, on a des règles. Dans le jouet, pas forcément, typiquement pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette simplification et est-ce que vous avez des critiques fortes ou des, au contraire, vous semble bien placé pour certains contextes? Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction? Jeu et jouet. Ouais, parce que je vais perdre là. Ouais. Je savais que je perdrais. C'est terrible. Ouais, on peut voir les choses comme ça. Donc des jeux avec des règles, c'est ça, et jouer sans règles. La limite de la règle est quand même très difficile à saisir. Dans beaucoup de jeux, y compris donc dans les jeux de fiction, où est-ce que vous placez les jeux de fiction? L'enfant qui fait l'avion, comme ça. Voilà. Il n'y a pas d'objet, donc c'est pas du jouet. Ça relève du jeu, ça relève d'une attitude ludique. Donc, moi je suis pas trop pour, mais ça c'est aussi mon approche. La jeune femme m'a repéré, là, c'est mon approche anthropologique. Je suis pas trop pour des catégorisations trop fermées, des classifications, des boîtes étanches. Voilà. Par contre, c'est intéressant de reconnaître comment les gens, que justement nous étudions, qui ont vie, vont faire des catégories. Ici, on est un peu dans la catégorie jeux de société, par exemple. On ne va pas avoir d'activités sportives, ou on va en voir certaines, mais ça va être des jeux de boules, etc. Ça ne va pas être le marathon. Voilà. Pourquoi est-ce que le jeu de boules est là et pas le marathon? Le jeu de boules a lui aussi des prétentions à être reconnu comme un sport. C'est pas encore le cas du jeu de billes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est, me semble-t-il, face à des processus sociaux, à la volonté d'apparaître sous telle ou telle forme. Et ouais. C'est vous le nouveau directeur du musée du Suisse du jeu, non? Non. Non. Ouais. Merci de partir. Alors là, j'attends le coup de mon adversaire. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière? Enfin, je ne sais pas si c'est la dernière. Mais... Donc, j'abandonne. Bravo. Ouais. Cadeau. On prend une dernière question. Il a droit à un cadeau. Et oui, il a droit à un cadeau, monsieur Vonnet. Alors du coup, je vais laisser votre adversaire vous donner le prix. Voilà. Et je vais, pendant que vous réfléchissez, enfin je crois que vous avez la dernière question, je vais mettre les photos. Ah ouais. Ah oui, j'ai photo. Le peuple, il n'est pas rien. C'est intéressant, je trouve ça pas la gueule. Ouais, j'ai mal joué. Donc on prend une dernière question pour conclure. C'est juste une curiosité sur des institutions comme la loterie romande. Vous avez parlé des institutions comme de machines à maîtriser l'incertitude. Puis la loterie romande, ou disons la collecte d'argent à travers les jeux d'hasard joués par certains groupes de sociétés qui vont remplir les caisses de programmes culturels pour d'autres sociétés de classe. Je veux juste savoir comme ça, qu'est-ce que
vous en pensez. Je trouve drôle comme mécanisme de jeu social entre... D'abord, c'est une très vieille histoire, parce que, au moins depuis la Renaissance, il y a cette condamnation générale des jeux, avec des exceptions qui sont posées, et qui sont pour le bien commun. C'est-à-dire que les premières loteries, c'est typiquement pour financer des hôpitaux. Et ça, au XVIIe, XVIIIe siècle. Ouais. Et... c'est peut-être moi alors. Là, il est un... Ouais, c'est moi. S'il te plaît. On parle fort. On continue sur micro. Donc je l'enlève. Oui, donc c'est un grand argument pour l'État aujourd'hui d'autoriser en quelque sorte ces jeux de hasard qu'il condamne en même temps, dont il interdit la pratique aux enfants, voilà, parce que ça aide alors les associations, les musées, le PMU fonctionne pour l'encouragement de la race chevaline, des choses comme ça. Il y a aussi aujourd'hui un phénomène passionnant, c'est la diffusion de l'idée de jeu responsable. C'est-à-dire que le PMU, la Française des Jeux, la loterie romande vont mettre en avant qu'ils essayent de vendre le plus possible de tickets de jeux, mais en permettant aux joueurs de ne pas tomber dans l'addiction. Ouais. C'est le CBD du... C'est le CBD du jeu. Je ne sais pas ce que c'est le CBD. Ah oui, 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 c'est ça. Ouais, exactement. Pas la substance active. Ouais, exactement. Ouais. Et bon, c'est ce paradoxe, donc le jeu responsable, avec des tas de campagnes publicitaires qui finalement, c'est une sorte de vernis moral que l'État et ses entreprises mettent autour de la pratique du jeu de hasard et d'argent. C'est drôle cette histoire d'incertitude quand on regarde le degré d'incertitude que sont propres à certains groupes sociaux, une société stratifiée, et que ces jeux de cette politique de l'incertitude, comment elle se retrouve miroitée en fait dans ces institutions. Enfin, je trouve que c'est d'une ironie un peu macabre. Ouais. On peut voir ça comme ça, après, Thomas indiquait que j'avais un petit peu travaillé sur la borlette en Haïti. Haïti, c'est le pays le plus pauvre du monde. Enfin, un des plus pauvres. C'est quoi la borlette? Ben justement, je vais y venir. C'est en fait une loterie. Voilà. C'est une loterie et on choisit beaucoup les numéros de la borlette en fonction des rêves. Et si la nuit précédente on a eu un songe d'un chien qui aboyait, ça veut dire qu'il faut jouer tel numéro. Il y a des livres qui existent de correspondance entre le contenu du rêve et le numéro. Et toute la population haïtienne, quasiment, joue beaucoup. Et ce pays qui a une économie exsangue, les seules boutiques qui sont repeintes régulièrement, qui sont propres, etc., ben, ce sont ces boutiques où on vend les tickets de borlette. Avec une organisation juste incroyable, parce que il y a dans tous les coins de rue des magasins de borlette, l'argent remonte au siège, et puis ensuite redescend en fonction des gains remportés par les tickets pris. Tout est redistribué. Oui, non, pas tout, mais une part justement très significative est redistribuée. Et on peut se dire que les Haïtiens qui jouent ainsi s'achètent une part de rêve, mais une part de rêve colossale, puisqu'ils vont consacrer, je sais pas, 10-20% de leur revenu quotidien, parce que le revenu il est vraiment quotidien, pour ce rêve qui est un petit peu illusoire. Ça, c'est une lecture possible de la borlette. Une autre lecture possible, c'est qu'il n'y a aucun système bancaire en Haïti pour les gens pauvres. Hein, voilà. Donc, c'est un moyen aussi de jouer régulièrement de l'argent
comme la redistribution est quand même assez importante, de temps en temps, tout d'un coup, on a un afflux financier qui permet d'acheter un poulailler, qui permet d'acheter une chèvre. Alors que c'est vrai, exactement. Ouais. Mais parce que la redistribution est bonne. Oui, parce qu'elle est relativement bonne. Ouais. Évidemment, elle est entre des mains privées qui gagnent bien leur vie avec ça, mais il y a quand même une redistribution. Pour la petite histoire, le tirage des numéros de la Borlette ne se fait pas en Haïti, parce que là, tout le monde sait qu'il y aurait du vaudou hein, qui agirait. Par contre, le vaudou est moins efficace à New York, et c'est la loterie de New York qui sert de référence. On va peut-être arrêter là-dessus, sur la bourse de New York, enfin sur le loto de New York. Et puis je vous propose de continuer la conversation autour d'une bière, d'un avion ou je ne sais quoi. Merci infiniment à Thierry. Merci à François d'avoir fait durer la conférence plus longtemps que prévu et parce que ça a permis plein de questions. Merci aussi à vous toutes et tous pour vos questions. Ludesco, ça continue, c'est 55 heures non-stop et si vous n'avez pas eu de chance ce soir, il y a la tombola du festival. Nous vendons et nous assumons complètement, nous vendons des billets à 10 francs. Le tirage au sort sera le dimanche, mais on peut vous envoyer les prix. J'en ai pas ici, mais c'est en vente dans la grande salle. Il y aura encore une conférence demain à 15h30 sur les influenceurs et les influenceuses dans le jeu de société. Et voilà, je remercie aussi nos sponsors, dont la Loterie Romande, qui est le principal contributeur de Ludesco. Merci beaucoup et bon week-end.